Bonsoir à tous. Bonsoir et merci de votre présence nombreuse pour écouter l'orateur de ce soir que je vais vous présenter s'il est encore besoin. Je profite de ce micro pour saluer la présence du recteur de l'Université de Genève, M. Yves Lukiger, qui nous a rejoints, et également le vice-recteur que j'ai vu, M. Horstrasser. Merci à eux, merci à vous. Merci surtout aussi à notre conférencier de ce soir, Denis Duboul. Denis Duboul a étudié la biologie à l'Université de Genève, où il a obtenu un doctorat en 1984. Il a passé ensuite 10 ans à l'étranger, notamment à la faculté de médecine de Strasbourg, puis au laboratoire européen de biologie moléculaire à Heidelberg. En 1993, il est nommé professeur ordinaire à l'Université de Genève. Il dirige le département de génétique et évolution. En 2001, il prend la direction du pôle de recherche nationale aux frontières de la génétique. Et depuis 2017, il est également professeur au Collège de France. Il est titulaire de la chaire internationale Évolution des génomes et développement. Il est membre des plus prestigieuses académies des sciences. Il a été fait chevalier de l'Ordre national du mérite français. Il est docteur honoris causa de l'École normale supérieure. On ne compte plus les prix qu'il a obtenus durant sa carrière. Le prix international de l'INSERM, le prix Charles-Léopold de Mayer de l'Académie des sciences, le prix Jean They de l'École de médecine. Et vous n'étiez pas là tout à l'heure, Monsieur Duboul, mais on évoquait un autre prix que l'on vous verrait bien attribuer. Voilà. Merci à vous. Je vous demande de l'applaudir et on se réjouit beaucoup de vous entendre. Ah oui, là, si vous me prenez mes notes, on va pas aller loin. Je vous remercie, Madame la Présidente, Monsieur le Recteur, Mesdames et Messieurs, chers amis. D'abord, laissez-moi vous remercier de cette invitation. C'est un vrai plaisir pour moi de me retrouver dans ce bâtiment dans les caves duquel j'étudiais la biologie il y a quelques années. On entend beaucoup parler d'intelligence artificielle, de deep learning, de machine learning. Aujourd'hui, la rapidité des progrès dans ce domaine a redonné un peu d'allant à de nombreux mouvements transhumanistes qui voient là l'occasion d'une nouvelle interface qui pourrait prendre en main la complexité des outils nécessaires à cette transcendance de l'Homo sapiens, tels que par exemple les nanotechnologies ou la biologie synthétique. Et donc ce soir, j'aimerais vous parler de l'impact sur notre futur de transhumains, non pas de l'intelligence artificielle, j'en serais bien incapable, mais de la connaissance grandissante que nous avons de notre génome, du fonctionnement de notre matériel génétique. Et en particulier, j'aimerais poser la question à la fois des possibilités qu'offre notre génome pour envisager un transhumanisme disruptif et des contraintes que ce génome nous impose dans la réalisation de cette utopie. Alors peut-être laissez-moi d'entrée écarter les peurs traditionnelles qui accompagnent cette notion de transhumanisme en rappelant que les mouvements transhumanistes sont généralement issus d'un vrai humanisme profane, mais plus radical en cela que l'éducation et la culture partagée ne sont plus les seuls éléments. Ils sont complémentés par une application directe de technologies récentes, des sciences de la vie, de la micro-ingénierie, des sciences de l'information, pour dépasser certaines de nos limites biologiques. Il s'agit donc de ne pas confondre ce transhumanisme avec soit les tentatives sottes de vie éternelle, soit les fantasmes actuels liés à des stratégies eugénistes absurdes. Je commencerai par dire que lorsque l'on parle de transhumanisme corporel, de transformation de l'homme dans son corps, nous sommes généralement confrontés à deux mouvements.
à deux cadres conceptuels qui, curieusement, font écho aux réflexions sur l'inné et l'acquis, sur cette confrontation entre ce qui émane de notre intérieur et ce qui nous est imposé par notre milieu extérieur. Cette opposition est illustrée par l'antagonisme entre l'homme augmenté, d'une part, et l'homme modifié, d'autre part. L'homme augmenté le sera soit par l'introduction de technologies, de capteurs, de facilitateurs, bref, d'une augmentation venant de l'extérieur. L'homme modifié, lui, le sera par l'aménagement de ses capacités intrinsèques, de son ADN. Dans le premier cas, bien sûr, ces augmentations ne seront pas permanentes et donc d'un intérêt très relatif vis-à-vis de l'avenir de l'espèce humaine. Nous savons, depuis l'émergence de la génétique des populations, que l'individu est une quantité négligeable du point de vue évolutif, que seules les populations, seule la dissémination d'une capacité particulière en assure la pérennité. Il ne faut donc pas confondre un transhumanisme transitoire, et n'impliquant que quelques individus qui seraient équipés à leur naissance de toute une série d'outils technologiques intelligents, avec l'effort commun d'une espèce dans le but de se transformer de façon irréversible, en modifiant son patrimoine génétique. Pour un généticien, bien sûr, seule cette dernière possibilité est digne d'intérêt à long terme, d'où cette question que j'aimerais aborder ce soir, sur un ton volontairement provocateur, de la possibilité d'une modification de notre programme génétique à des fins transhumanistes. C'est une question qu'il est difficile d'aborder, car la réponse engage notre connaissance à la fois de l'existence et de la nature du déterminisme génétique. Or, si le déterminisme génomique est bien entendu une évidence, et je veux dire par là le fait que notre génome, soit l'ensemble de nos chromosomes, détermine une grande partie de notre biologie, et il n'est que de voir la ressemblance extraordinaire entre les vrais jumeaux pour s'en convaincre. Le morcellement du déterminisme de notre génome en des sous-unités, en des parties dont l'unité de base en serait le gène, est, me semble-t-il, plus problématique. Pourtant, si l'on souhaite améliorer un trait particulier, encore faut-il que ce trait résulte d'une cause précise, permettant alors sa modification. Existe-t-il donc un déterminisme associé à chaque gène? En d'autres termes, le génome dans son entier n'est-il que la somme de ses parties, ou existe-t-il un déterminisme que l'on pourrait appeler émergent, telle une propriété émergente, qui ne pourrait pas être décomposé et réduit à la seule addition de ses parties? L'idée d'un déterminisme associé au gène est très fortement ancrée dans la théorie de l'évolution, même si Charles Darwin ne connaissait ni la nature ni l'existence de notre matériel génétique, même à la fin de sa vie apparemment, en 1882. La théorie présentée par Darwin, en effet, insiste sur le pilier de la sélection. Comme l'indique le titre de son ouvrage, L'origine des espèces par le moyen de la sélection naturelle, publié en 1859. On voit donc que cet ouvrage ne laisse que peu d'importance à la variation des caractères, qui dans cette optique est naturellement considérée comme aléatoire, donc infinie, donc dénuée de cause. Pour reprendre le fameux exemple des becs des pinsons des îles Galapagos, le bec du pinson s'adapte à la nourriture qu'il trouve sur son île. Il ne s'adapte pas selon les possibilités qu'ont les pinsons de pouvoir s'adapter peut-être au genre de nourriture qu'ils vont éventuellement trouver sur leur île. Et en l'absence d'un mécanisme connu associé à la variation des caractères, l'importance de ce paramètre eut beaucoup de peine, et aujourd'hui encore, à pleinement intégrer une théorie de l'évolution. Et de fait, on ne parle jamais d'une théorie de la variation, que celle-ci soit libre ou contrainte. Et pourtant, pour qu'une sélection s'applique, encore faut-il
que des formes variées soient produites. La force motrice de cette théorie, héritée en fait d'Auguste Pyramus de Candolle, « La nature est en guerre », écrit-il au début des années 1800, et Malthus, bien entendu, c'est bien la bataille pour la survie, ce qui implique que la variation n'est que peu limitée, et donc que chaque trait particulier peut en principe être réduit à une unité d'information, un gène, qui serait libre de varier de façon relativement autonome. Ce concept d'unité minimale d'information génétique a trouvé son alter ego dans l'informatique, ce qui, ajouté à notre tendance ontologique à croire que nous sommes construits comme des machines pensées, nous pousse à avoir une relation directe entre une unité génotypique d'une part, une cause dans notre ADN, une mutation par exemple, et une unité phénotypique d'autre part, un effet de cette cause sur notre corps. C'est en grande partie parce que nous nous voyons comme un assemblage de parties, nos doigts, notre nez, notre foie, nos reins, que nous considérons notre génome comme un assemblage de gènes. Et cette vue particulière a été bien sûr renforcée par les développements spectaculaires de la génétique humaine, dont les grandes avancées ont pour l'instant surtout mis en avant des maladies monogéniques, ceci principalement pour des raisons technologiques que je ne vais pas développer, mais le téléthon en est un exemple frappant. Le but ultime de telle ou telle recherche est souvent formulé en termes de découverte du gène de telle ou telle maladie, renforçant en cela l'idée que le gène est à la fois la cause générale de nos problèmes et par conséquent une source possible de solutions. Et dès lors que l'on parle du gène pour améliorer la santé d'un patient, pourquoi ne pas parler de gène pour améliorer la santé d'un bien portant? Car en effet, si chacune de nos parties provient d'une cause distincte, on peut en principe modifier cette cause pour produire un effet différent. C'est là le postulat de base de l'homme génétiquement modifié. C'est là où la génétique s'offre comme une alternative, une solution pour le transhumanisme. Il y a en fait deux façons d'imaginer ces modifications. La première consisterait à agir sur des rapports de quantité, d'équilibre entre ces unités de causalité génétique. Faire mieux avec le même matériel, en quelque sorte. Ceci pourrait se faire, par exemple, en modifiant les forces en présence, en renforçant telle ou telle activité enzymatique, en poussant telle ou telle masse musculaire. C'est là, en fait, le programme de tous les mouvements actuels, luttant, par exemple, contre le vieillissement, à la fois par des moyens naturels, des régimes alimentaires, de l'exercice, et par un interventionnisme génétique possible, dans le but, par exemple, de mieux réparer l'ADN, de prévenir le vieillissement des protéines. La technologie nécessaire est à disposition, et les nouveaux systèmes de modification des génomes, tels que ce fameux CRISPR dont on entend beaucoup parler ces jours, permet aujourd'hui de faire tomber certaines des barrières éthiques importantes, par exemple celle du grand nombre d'embryons nécessaires pour ces modifications, et par conséquent de la vente des oocytes et du marché globalisé actuel qui lui est associé. La deuxième possibilité, plus intéressante, à mon avis, mais certainement moins réaliste, serait d'introduire des causalités supplémentaires, originales, afin d'induire un effet jusqu'alors inconnu chez nous. Cela pourrait passer soit par du matériel génétique provenant d'autres espèces, soit plus vraisemblablement par du matériel synthétique produisant par exemple des protéines inédites, inconnues du monde vivant, faites d'acides aminés synthétiques totalement artificiels. Cette alternative impliquerait de rajouter chez nous quelques outils nécessaires à leur fabrication cellulaire, mais cela commence à se faire dans des bouteilles de culture. Alors que cette dernière approche tient plus de la science-fiction, admettons-le, que d'une futurologie envisageable, la première approche me semble à la fois décevante et également illusoire. Elle est décevante
car ce n'est pas de simples améliorations de fonctions existantes dont nous aurons besoin pour atteindre l'homo novus, mais bien de changements plus ambitieux, plus surprenants. Elle est également illusoire, car nous savons aujourd'hui que les systèmes de causalité génétique sont beaucoup plus diffus, beaucoup moins verticaux que nous le pensions depuis un siècle. Nous savons que les humains n'ont pratiquement rien inventé en termes d'innovation morphologique ou physiologique, sauf peut-être un cerveau à peine plus élaboré que celui d'un singe, ce qui montre à quel point nous sommes contraints par l'héritage de notre programme génétique et de son histoire, par les règles de son fonctionnement. Par exemple, nous réalisons aujourd'hui que chaque gène a des fonctions multiples, à des temps différents, dans des contextes variés. Et inversement, chacun de nos traits morphologiques ou physiologiques est déterminé par des centaines de gènes. Et cette simple constatation nous dit bien à quel point notre déterminisme génétique est à considérer au niveau global de notre génome plutôt qu'au niveau de ses composants génétiques. Les vrais jumeaux, une fois de plus, nous rappellent que le même programme donne les mêmes formes à l'arrivée, mais on ne peut pas réduire cette relation de causalité à un ensemble de sous-relations, de sous-causalité, tel gène produisant tel caractère. Bien sûr, quelques fonctions extrêmement différenciées, dépendant parfois de causes bien identifiées, seront identifiées. On pourra certainement un jour ou l'autre augmenter notre niveau d'insuline personnel grâce à une petite transformation génétique, améliorer une fonction musculaire, améliorer une fonction digestive. Mais cela n'a rien à voir avec le transhumanisme. Ce sont là des modifications cosmétiques qui n'emmèneront certainement pas Homo sapiens vers d'autres horizons. Et c'est donc à cet égard que la génétique, qui est sans doute un atout puissant pour la correction de certaines maladies ou pour la production future de ce que j'appellerais des hommes légèrement modifiés, est en fait un poids, un obstacle à la production de transformations inédites et intéressantes. Nous sommes en fait condamnés à rester dans un cadre qui est fixé dans ce qui nous est autorisé par notre génétique. D'un point de vue évolutif, cette vue est un peu subversive, puisqu'elle sous-entend que de petits changements progressifs ne peuvent pas être à la source d'étapes évolutives importantes, en tout cas chez les animaux complexes, ou alors seulement dans une accumulation silencieuse qui pourrait conduire lentement vers un déséquilibre interne, qui pourrait dès lors être résolu de façon radicale en passant vers une forme différente. Prenons un exemple simple, celui de la vision nocturne, une capacité que nous avons sans doute perdue et que l'homo novus pourrait souhaiter retrouver autrement que par l'utilisation de caméras infrarouges ou de leurs futurs avatars implantés dans notre système visuel. Eh bien, pour ajouter cette fonction, au demeurant relativement simple, il faudrait modifier une chaîne de causalité si complexe que nul ne sait à quoi ressemblerait le transhumain porteur de cette nouvelle fonctionnalité. Peut-être même ressemblerait-il à l'animal duquel nous nous serions inspirés pour acquérir cette vision nocturne. Le problème est le même lorsque l'on considère la possibilité d'introduire une information supplémentaire sous une forme qui ne serait pas reconnue comme faisant partie d'un génome animal, bref, une forme d'information totalement synthétique. Et là encore, penser que l'on pourrait greffer génétiquement des parties étrangères à notre génome me semble faire fi à la fois des contraintes essentielles qui sous-tendent à notre construction et notre physiologie, qui rendent le système extrêmement solidaire, et surtout de l'équilibre général de nos fonctionnalités. On peut toutefois espérer que cet équilibre génétique sera un jour caractérisé en détail et que l'équation de notre développement et de notre fonctionnement sera résolue, que les interdépendances des paramètres seront comprises de façon quantitative. Ce ne sera pas là une tâche facile, puisque notre construction ne dépend d'aucune logique,
d'aucune télénomie, ne suit aucun plan rationnel et est certainement passé par des stades intermédiaires essentiels dont nous avons perdu la trace. Néanmoins, de la même façon que l'on peut envisager de construire une voiture actuelle sans en comprendre ni le fonctionnement ni l'histoire, il sera sans doute un jour possible de synthétiser un génome humain complet, ouvrant ainsi la porte à un transhumanisme digne de ce nom, basé sur une réorganisation générale de ce plan de base, sur des recherches d'algorithmes alternatifs conduisant à des formes possibles. Cet homme nouveau devra être pensé par une machine, car cette construction impliquera nécessairement le renoncement à quelques-unes de nos fonctions actuelles pour permettre l'émergence de traits originaux. En effet, même en construisant un génome synthétique, les règles fondamentales de l'équilibre génétique édictées par des centaines de millions d'années d'évolution devront être respectées. Or, l'homme ne se voit transformé que dans l'optique d'une augmentation, d'une amélioration, et cette vue est antinomique d'une ingénierie génomique potentielle, puisque le rajout simple, le en plus du reste, ne sera vraisemblablement pas possible. À cet égard, le transhumanisme se fera dans l'humilité. On peut donc envisager un futur lointain dans lequel un certain nombre de possibilités seraient offertes pour des transhumains, un éventail de solutions alternatives en quelque sorte, un peu comme l'explosion cambrienne qui, il y a 530 millions d'années, semble avoir mis sur rail cette collection d'algorithmes génétiques des animaux, légèrement différents les uns des autres, mais tous basés sur les mêmes principes fondamentaux et qui n'ont pas beaucoup changé depuis. La question est véritablement de savoir si de telles solutions alternatives sont possibles, si elles sont autorisées par notre génétique, ou si nous avons fini d'explorer le champ des possibles en matière d'évolution de l'homme vers une forme radicalement différente. Et nous touchons là au problème plus général de la position d'Homo sapiens dans l'arbre du vivant. Et là encore, comme vous le savez, des vues très différentes s'opposent. D'un côté, nous avons la vue historique, haeckélienne, proche d'une vue biblique de la philogenèse, par laquelle l'homme a progressivement atteint une certaine perfection, une position dominante en haut de l'arbre, en haut de l'échelle, pour reprendre les mots de Charles Bonnet, en fait, perfectionnant peu à peu tout ce qui était possible de l'être par des changements graduels et progressifs. Au début du XXe siècle, Henri Bergson, grand philosophe français, avait déjà bien ressenti le barrage que notre génétique oppose à cette évolution darwinienne orthodoxe qui adapte toutes les parties de notre corps par l'optimisation précise de chacune des fonctions individuelles de ces parties. En effet, Bergson ne comprend pas comment notre œil a pu évoluer, reprenant d'ailleurs en cela une des questions que se pose Darwin lui-même dans l'origine des espèces. Bergson se demande à quoi pourrait bien servir une modification de la rétine si la cornée et le cristallin n'étaient pas modifiés à leur tour. Si toutes les parties formant l'organe ne sont pas adaptées de concert, on voit bien là transparaître la vue évolutive post-darwinienne classique, l'existence d'un espoir du meilleur, qui est bien entendu un des piliers de notre culture. Une partie de la réponse à cette interrogation fut apportée vers les années 1920, peu après finalement, par les embryologistes allemands, qui montrent que l'œil n'est pas un assemblage de parties, mais un tout qui se développe de façon cohérente, si bien qu'une modification sur une seule de ces parties se répercutera vraisemblablement sur les autres parties par induction réciproque, le fait que ces parties se parlent l'une et l'autre pendant le développement. La sélection naturelle s'opère donc sur le tout et non sur les parties, qui par conséquent ne peuvent pas optimiser
leurs fonctions de façon autonome. Cette vue holistique par laquelle la perfection d'une des parties n'est pas autorisée parce qu'elle nuirait à l'achèvement des autres, en quelque sorte, illustre l'autre conception, moins verticale, de l'arbre phylogénétique des animaux. Et dans ce contexte, l'homme serait un assemblage parfait de fonctions toutes imparfaites, un équilibre parmi d'autres. Les mouvements transhumanistes actuels évoluent plutôt dans le premier cadre conceptuel, alors qu'en fait, les vraies possibilités sont probablement à chercher dans le second. Bien entendu, la différence fondamentale entre les alternatives que je viens de mentionner, entre la perfectabilité et la non-perfectabilité de l'être humain, cette différence fondamentale de point de vue relève une fois de plus de notre appréciation de l'importance du déterminisme génique. Et il s'agit donc de savoir jusqu'où notre génome, jusqu'où cette cause proximale peut être décomposée, comme je le mentionnais auparavant. Curieusement, alors que la recherche fondamentale nous révèle que les interactions croissantes entre systèmes sont de plus en plus complexes, que les interdépendances sont extrêmement compliquées, déconstruisant ainsi progressivement la notion d'un gène tout-puissant, la communication et le marketing autour du génome humain, et je pense là entre autres à l'émergence de cette fameuse médecine personnalisée, renforcent l'idée que notre destin est écrit quelque part et que nous ne sommes donc que l'ensemble des effets prévisibles d'une série de causes portées par notre ADN, les gènes. Cette notion est même passée dans notre vocabulaire courant et l'on adapte maintenant la nature ontologique de cette molécule d'acide nucléique à une utilisation déterministe qui qualifie non pas une existence mais une cause. On parle ainsi de l'ADN d'un parti politique, d'une entreprise, voire même maintenant d'une opinion personnelle. Je n'y peux rien, c'est dans mon ADN. D'un point de vue évolutif, les êtres humains ont comme tâche principale de transmettre un génome, et non pas leur génome personnel, afin d'assurer la pérennité d'une formule chromosomique, d'un équilibre génétique particulier. À cet égard, nous sommes tous en quelque sorte actionnaires d'un génome virtuel avec comme mission de devoir le pérenniser. La société des hommes est un family business, non pas une entreprise du CAC 40. Dans ce contexte, le déterminisme génétique se rapprocherait plus peut-être d'un déterminisme social à la Durkheim, dans lequel les génomes personnels n'auraient que peu d'importance face à la tâche fondamentale de la transmission d'un génome type. Et on le voit bien aujourd'hui en recherche fondamentale, où un génome unique est relativement inutile, où seule la comparaison et l'analyse massive de millions de génomes nous renseignent sur le fonctionnement d'une autre. Le transhumanisme devrait donc passer par l'aménagement d'un génome humain de référence, virtuel, que j'appellerais Big Genome, et qui serait issu de la synthèse effective de millions de génomes, à partir desquels un certain nombre de règles normatives pourraient être extraites. Souvenez-vous que l'occupation principale de Big Brother dans l'ouvrage d'Orwell n'est pas de contrôler la société comme on l'entend souvent, mais plutôt de constamment réécrire l'histoire pour le bienfait de la société. On peut imaginer que Big Genome nous permettra non pas de réécrire notre histoire, mais de redéfinir ce qui serait génétiquement avantageux, ce qui ne l'est pas, ce qui serait génétiquement possible, ce qui ne l'est pas, bref, ce qui pourrait être changé dans un génome transhumain pour le bienfait de la société. La première étape, me semble-t-il, dans la voie d'un transhumanisme efficace, sera donc de définir Big Genome, de disposer d'une synthèse du génome humain afin de pouvoir définir un algorithme génétique tenant compte des meilleurs paramètres possibles et nécessaires, un génome qui produirait un avatar d'Homo sapiens qui serait parfaitement adapté théoriquement à la planète Terre, mais complètement inadapté à tous ses environnements.
une définition finale et synthétique de notre espèce au travers d'une séquence d'ADN unique, cet ultime pilier du nécessitarisme spinozien, pourrait alors être synthétisé pour produire l'homo novus, cherchant des formules conduisant à de nouveaux équilibres stables grâce à de nouvelles règles de composition. Tout cela afin de non pas changer quelques points-virgules, mais de passer de Flaubert à Proust, de Mozart à Wagner. Bien entendu, il ne faudra pas oublier d'introduire quelques paramètres pouvant varier de façon aléatoire afin de générer un minimum de différences qui rendront la vie en société acceptable, sachant toutefois que chacune de ces différences nous éloignera des formules optimales du modèle de Big Genome et de ses variations possibles. Et puis finalement, pour éviter de diluer ces nouveaux génomes par des croisements illégitimes, comme ce fut le cas dans le passé avec nos cousins néandertaliens, il s'agira de fabriquer une formule chromosomique incompatible avec l'Homo sapiens, avec ce que Jean Rostand qualifiait de ces bons vieux chromosomes qui n'ont pas changé depuis Cro-Magnon. L'évolution des espèces s'est beaucoup appuyée sur la présence de barrières reproductives. Il s'agira donc de faire en sorte que l'Homo novus ne succombe pas au charme de l'Homo sapiens pour éviter une vigueur hybride qui mettrait en danger la survie à la fois de cette nouvelle espèce et de sa matrice de départ, comme c'est le cas aujourd'hui avec certaines grenouilles vertes, les animaux préférés de ce même Jean Rostand. Je vous remercie. Chercher les micros. Voilà, ils sont là. Merci beaucoup. Merci de nous avoir emmenés vers le mot novus. Je vais passer la parole à vous pour les questions, professeur Duboul. Il y a des micros qui circulent. Je vous demanderai de vous présenter et de poser vos questions. On va vous emmener un micro. Le micro est là. Voilà. Est-ce qu'on pourrait faire une modification du génome pour que les astronautes puissent moins subir les effets des radiations dans un voyage Terre-Mars qui dure 6 mois pour aller, 6 mois pour revenir? Oui, j'en ai parlé en fait. Ce genre de modification nécessiterait d'améliorer notre système de réparation de l'ADN. C'est là où se trouve le problème du vieillissement, finalement. C'est qu'on a des systèmes qui constamment réparent l'ADN. Et dans le cas d'exposition trop intense à des radiations, il faudrait booster ces systèmes pour essayer vraiment de pouvoir tout réparer, mais il ne faut pas rêver non plus. Mais c'est vrai que quand vous parlez des voyages dans l'espace, si d'aventure on y pense sérieusement, cela nécessitera probablement des modifications plus sérieuses que pour envoyer des voitures en orbite. Je veux dire, il faudra probablement adapter un peu notre consommation d'oxygène, notre métabolisme, et une possibilité serait effectivement de penser à une approche génétique, mais ce sera compliqué. Merci, monsieur. Autre question? Bonjour, Lorenzo, ancien élève chanceux de monsieur Denis Duboul. Mauvais élève d'ailleurs, malheureusement. Vous avez parlé justement du patrimoine génétique et plus des fonctions, on va dire, plus mécaniques. Et puis après, vous avez parlé un petit moment effectivement de la partie aussi sociale, parce qu'on est justement l'effet de certaines génétiques sur l'organisation sociale, en particulier par exemple entre les bonobos qui sont plutôt pas agressifs et des chimpanzés beaucoup plus agressifs, qui semblerait-il, vous avez vu ça dans un documentaire, peut-être de la RTS d'ailleurs, très bien la RTS, d'un côté et de l'autre du fleuve Congo, et je me disais, mais effectivement, comment gérer cet aspect-là du problème dans le futur? Parce qu'on peut imaginer que dans le fond, l'impact sur les fonctionnalités, c'est relativement simple, comme mettre des lunettes, c'est assez simple,
d'avoir de nouvelles fonctionnalités, mais par contre, les changements de l'organisation sociale peut être beaucoup plus conséquents. Oui, donc ce que vous sous-entendez, serait-il possible de produire des changements génétiques qui impactent notre organisation sociale, en fait notre comportement? Bon, d'abord juste une petite parenthèse, je ne pense pas que les bonobos ne soient pas agressifs en fait. Les bonobos ont une façon de canaliser leur agressivité qui est différente de celle d'autres espèces et c'est ce qui fait leur spécificité en fait. Mais je pense que leur agressivité intrinsèque est la même. Ils ont simplement trouvé un moyen formidable de l'évacuer. Maintenant, la question que vous posez, c'est évidemment une question qui est extrêmement actuelle, très importante, qui est celle de l'effet de notre matériel génétique sur notre comportement. Et je dois dire que personne vraiment ne s'avance plus à donner de réponse stricte sur cette question, parce que les choses vont tellement vite et des liens qui, il y a encore quelques années, n'auraient jamais pu être imaginés entre des modifications relativement simples, finalement, génétiques, et des modifications d'un comportement très compliqué à la fin de la chaîne, que c'est vrai qu'on peut maintenant s'attendre peut-être à continuer dans cette voie et à s'apercevoir que finalement, nous sommes déterminés d'une façon beaucoup plus importante, même dans nos interactions sociales, que ce que nous pensions encore il y a une vingtaine d'années. Alors je sais que c'est difficile à argumenter, à discuter, mais j'ai l'impression que ce sera vraiment un des résultats majeurs des 10 à 20 années à venir, 20 années à venir. Ça met en cause la définition du libre arbitre, ça impacte évidemment les structures légales, et tout, je veux dire, c'est vraiment quelque chose qui va toucher notre société de plein cœur. Bonsoir. J'avais juste une question justement à propos de cette création utopique d'une nouvelle espèce. Est-ce que ça ne serait pas un danger pour l'Homo sapiens au même titre que l'intelligence artificielle? Oui, alors écoutez, bien sûr, tout ce que j'ai raconté représente un danger, bien sûr. Vous savez, mais difficile de vous répondre, parce que je ne connais pas exactement la composition du public. Il est prêt à tout. J'ai toujours l'habitude de dire qu'on trouve beaucoup de dangers dans les sciences de la vie, et on en trouve relativement peu ailleurs, alors que les dangers qui sont actuellement sous nos portes ne sont pas des dangers liés aux sciences de la vie, que ce soit les OGM ou peu importe, des transformations d'aucune sorte. Et je suis toujours étonné, en fait, du peu de cas qu'on fait des possibilités de danger d'autres disciplines, et que les sciences de la vie soulèvent autant de problèmes. Le danger, je pense qu'il ne faut pas confondre la notion de danger et la notion de risque. Et c'est deux notions qui sont un peu différentes. Et lorsque l'on débat des questions éthiques liées à ces approches, je pense qu'il faudrait toujours essayer de dégager la question éthique de la notion du risque. Aujourd'hui, évidemment, on dit oui, mais vous prenez un risque en modifiant un embryon, par exemple, on prendrait le risque que... Et à mon avis, la vraie question éthique qui devrait être posée serait, en absence totale de risque, est-ce que nous aurions le droit de faire cette modification? Donc d'évacuer ce risque et de ne pas systématiquement le considérer comme un alibi pour discuter du vrai problème éthique. Mais non, je ne pense pas qu'il y ait particulièrement de risque. Je dois vous dire, vous savez, le Conseil à Berne récemment... sur le diagnostic préimplantatoire, qui sera donc mis en œuvre assez rapidement en Suisse. Le diagnostic préimplantatoire est évidemment quelque chose sera d'extrêmement utile pour diagnostiquer certaines maladies. Mais, bien entendu, dans quelques années, le diagnostic préimplantatoire permettra de faire une séquence génomique complète de l'embryon. Il s'agira ce sera même plus rapide, plus économique, du point de vue des coûts de la santé, de faire une séquence totale de cette cellule qu'on ira ponctionner chez l'embryon, plutôt que d'aller rechercher telle maladie. À partir de là, on pourrait imaginer, dans un certain nombre d'années, utiliser cette technologie du diagnostic préimplantatoire comme façon de contrôler ce qui a été fait. Un quality control. Je ne devrais pas dire ça, parce qu'évidemment, mais je veux dire, de contrôler.
contrôlée. Donc, on atteindrait un niveau de risque qui serait 1000 fois moins que le risque que prend n'importe quel chirurgien en opérant un enfant qui n'a pas donné son avis sur cette opération. Parce qu'on aurait une distribution totale, on verrait non seulement la modification qui a été faite, mais on verrait toutes les autres pour voir s'il n'y a pas eu de ce qu'on appelle des effets, des side effects, etc. Donc, je pense que cette notion de risque va aller en diminuant de plus en plus. Et donc, de plus en plus, nous allons nous retrouver confrontés avec la vraie question éthique, et ce n'est pas confortable, qui est, mais est-ce que nous avons le droit, même sans risque, de faire cela? Ça, c'est une question différente. Mais quand on parle de risque, est-ce que le risque, c'est justement qu'on ne puisse pas retourner en arrière, en fait? Enfin, quand on parle de danger ou toutes ces choses-là, au final, c'est le côté irrémédiable de la chose. Enfin, il me semble que en science, c'est souvent avec des erreurs qu'on apprend, et justement souvent en se trompant. Alors là, il y a beaucoup de choses, bien entendu. Moi j'ai l'air... Alors d'abord, j'aimerais dire, je ne me sens pas du tout en tant que défenseur du transhumanisme. Ne prenez pas, mais vous dites irrémédiable. Pour qui? Pour la personne, pour l'espèce, pour les descendants de la personne? Je pense qu'il faut qualifier ce que vous dites quand vous dites irrémédiable. Irrémédiable, je viens de donner la réponse. On pourrait très bien décider que de la même façon que le diagnostic préimplantatoire est utilisé pour ne pas réimplanter des embryons dont on sait qu'ils donneront naissance à des enfants gravement malades, on pourrait très bien éliminer par diagnostic préimplantatoire toutes les modifications qui ne conduisent pas à quelque chose de prometteur. Je veux dire, quelque chose qui, en utilisant un algorithme complet, ne conduirait pas vers une voie potentiellement intéressante. Après, encore une fois, je pense qu'il faut quand même toujours essayer de ramener cette notion de risque au contexte social actuel. Et c'est vrai que quand je vois beaucoup de gens dans beaucoup de cénacles politiques discuter ad aeternam sur un risque qui peut-être se présentera dans 50 ans pour quelques personnes, je me dis que peut-être il y a des risques actuels qui seraient plus urgents de traiter. Une question dessus, monsieur. Parlez peut-être un peu fort parce qu'on n'aura pas de micro. Est-ce que j'ose demander de vous lever et de parler un peu plus fort parce qu'on a de la peine à vous entendre en dessous? Oui, de faire un big genome, une sorte de synthèse d'un génome de référence, oui. Non, ce que je voulais dire par là, en fait, c'est simple. Ce que je voulais dire par là, c'est que on ne pourra pas passer à une nouvelle espèce, on ne pourra pas faire un transhumanisme disruptif en faisant des petites modifications, ici et là, comme les gens le pensent actuellement. Par exemple, je suis toujours frappé de lire cette phrase « bébé à la carte ». On entend souvent ça, on va faire des bébés à la carte, comme si on pouvait choisir sur une carte. Et moi, j'ai envie toujours de dire non, ce sera bébé au menu. C'est-à-dire, on pourra choisir un menu, mais on ne peut pas choisir à la carte. Et donc, l'idée que je voulais faire passer, c'est que si l'on veut se diriger, si la société, une fois, souhaite se diriger vers un transhumanisme disruptif, il faudra produire une formule chromosomique qui soit totalement nouvelle. Comment l'obtenir? La seule façon de l'obtenir, c'est d'avoir une formule chromosomique qui soit totalement actuelle, pour qu'on puisse dériver l'algorithme qui fait qu'à partir de cette formule, on arrive à un individu. Et puis une fois qu'on aura ça, se dire maintenant, comment est-ce que je peux modifier cet algorithme pour essayer de trouver un autre équilibre stable? D'accord? À partir de là, ce qui nécessitera des millions et des millions de modifications. Alors après, est-ce qu'on va les faire, ces modifications? Non.
Ce qu'on va faire, c'est de synthétiser, de fabriquer les chromosomes qui auront ces modifications. Est-ce que c'est possible? Aujourd'hui, non. Mais aujourd'hui, vous le savez peut-être, on arrive déjà à fabriquer un chromosome bactérien, ce qui est probablement essentiel dans la lutte contre la pollution qui va se présenter. On peut synthétiser l'équivalent de 5000 paires de bases, ce qui est déjà pas mal. Alors il va falloir passer à 2, 3, 4, 5, 6 logs supérieurs. Techniquement, rien en fait n'empêche théoriquement de synthétiser ces chromosomes. Donc on pourrait se poser la question, est-ce que dans 50, 60 ans, il ne sera pas possible, grâce à ce logiciel, d'obtenir une séquence, de la fabriquer et de produire quelqu'un? Exactement. Exactement. Si on ne fait pas ce genre d'approche, je pense qu'on va se diriger vers un tas de petites modifications qui seront des modifications cosmétiques. Il y aura telle personne qui pourra peut-être vivre avec une raréfaction de l'oxygène peut-être un peu mieux, parce qu'il y aura plus de ci, plus de ça. Voilà. Mais on ne sortira jamais de l'espèce Homo sapiens. Voilà. Oui, monsieur. Bonsoir. J'avais une question. Ça consistait autour justement de cette idée d'évolution vers un Homo novus. Et je me demandais justement dans quelle mesure on pourrait l'atteindre. Enfin, j'ai un peu innocemment réfléchi à un être que j'ai dans ma pensée. Je pensais notamment à l'être aquatique dans Waterworld, un exemple typique d'un être qui aurait justement, d'une certaine façon, retourné à l'état aquatique, entre guillemets. Et je pensais aussi également au fait que dans les études que j'entreprends, on nous a enseigné qu'à la base, les cellules ont dû prendre des choses de leur environnement, des petites espèces de bactéries, des mitochondries. Elles ont dû les assimiler. Et à partir de cette espèce de petite usine, elles ont réussi justement à créer une symbiose qui ont permis un développement. Attendez, là, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Là, vous parlez de l'origine de la cellule eucaryote, des mitochondries. Non, je pense que le point que vous mentionnez essentiel, c'est le retour à l'eau. Alors, je vous rappelle quand même que les animaux ont plusieurs fois fait cette tentative, puisque les mammifères marins, qui sont parmi les animaux les plus extraordinaires qu'on puisse trouver, le lamantin par exemple, sont des animaux qui sont retournés à la vie aquatique. Alors, est-ce que, tout en gardant évidemment des caractéristiques d'animaux terrestres, puisque les baleines sont obligées de remonter, respirer, etc. Et en quelque sorte, si vous voulez, ça indique bien que ça illustre en fait le point que j'essayais de faire sur cette condamnation à vie que nous avons de ne pouvoir modifier que ce qui est modifiable dans notre ADN. Visiblement, les animaux marins, les lamantins, les dauphins, les baleines, n'ont pas pu se transformer en animal marin, pouvant rester sous l'eau, etc., ont toujours gardé cette spécificité d'animaux terrestres, probablement par impossibilité de continuer à modifier ce patrimoine génétique. Alors, est-ce que l'on pourrait, à partir de ce logiciel, de ce big genome, faire tourner des solutions et en trouver une qui pourrait nous faire retourner dans l'eau sans avoir de poumons? Ce serait formidable. Encore que les écailles, c'est un peu gluant. Oui, bonjour. Alors, merci beaucoup pour cette conférence. Ma question, c'était par rapport à quelque chose qui m'a pas mal parlé sur ce que vous avez dit. J'ai l'impression que c'est les liens causaux entre le génome et les caractéristiques sont très chaotiques, et que du coup, ma question, j'étais curieux de savoir comment vous envisagez dans le futur qu'on puisse non pas juste séquencer le big genome, mais vraiment décrire de façon adéquate le comportement comment, si on altère une partie du génome, ça va répercuter sur
Enfin, comment on peut vraiment comprendre le chaos de ce système? Absolument. Ça, c'est la question fondamentale. C'est pour ça que je disais que la première condition au transhumanisme sera un transhumanisme disruptif, sera une compréhension totale du fonctionnement de notre algorithme, de notre génome. Quand vous dites... vous savez, dans les années 80, 85, 90, c'est à ce moment-là que les scientifiques se sont aperçus qu'en fait, nous partagions nos gènes entre tous les animaux. À partir de ce moment-là, le problème était fixé. C'est-à-dire que les mêmes gènes font des choses différentes. Donc s'il y a un déterminisme, ce n'est pas un déterminisme direct, tel gène fait telle écaille, puisque nous avons le gène, nous n'avons pas d'écaille. Donc le génome fonctionne en couches, en hiérarchie, et évidemment, tout à la fin de cette hiérarchie se trouve quelque chose qui fait une écaille, mais on ne peut pas prédire cette chose avec le début de la hiérarchie. Et c'est ce cheminement que l'on doit comprendre si l'on veut un jour essayer de recréer un cheminement global qui débouche sur une forme nouvelle. Oui, bonsoir, Marco. J'avais une question concernant, j'ai lu dans le dernier livre de Nick Bostrom qui proposait une solution de sélection à partir des cellules souches et créer des spermatozoïdes et des ovules et ensuite de reproduire et les cultiver, ce qui permettrait de sélectionner les génomes beaucoup plus rapidement et ceci dans un laps de temps relativement court. J'aurais voulu savoir qu'est-ce que vous en pensiez. Oui, alors, bon, Nick Bostrom, c'est un philosophe d'Oxford qui a beaucoup théorisé en fait sur le transhumanisme. C'est un des philosophes les plus fameux dans ce domaine. Depuis 5-6 ans, vous avez raison, un peu plus d'ailleurs, il travaille sur l'utilisation non pas de modification génétique, mais de modification cellulaire, en fait, sur les cellules souches, sur les embryons. Mais disons, moi, j'ai pas vraiment d'avis sur la question. Je vois pas, si vous voulez, je pense que c'était une nécessité il y a encore peut-être une quinzaine d'années de pouvoir accélérer le processus en passant par les systèmes cellulaires. Aujourd'hui, en fait, la grande révolution de ce qu'on appelle cet outil CRISPR, c'est précisément de pouvoir agir directement et non pas directement en faisant n'importe quoi, mais directement en ayant une précision qui est tout à fait extraordinaire. C'est pour ça que je mentionnais rapidement en passant cette barrière éthique qui était de la quantité d'embryons humains qui seraient nécessaires. Évidemment, quand on travaille avec des fréquences d'1% ou de 2%, c'est absolument impossible. Et on a actuellement, mais pour d'autres raisons, mais on a actuellement des marchés de sites sur Internet qu'on peut acheter en Inde, en Chine, ou même que l'on peut acheter en fait dans les meilleures universités américaines. Alors ça coûte beaucoup plus cher, parce que certaines personnes pensent que si vous utilisez une oocyte d'une étudiante de Harvard, l'enfant sera meilleur que si vous utilisez une oocyte d'une indienne de Delhi. C'est absolument affligeant. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'on n'en est plus là. Et cette technologie du CRISPR permettra assez rapidement d'avoir une approche qui est proche des 80, 90, 95%. Donc on est sorti de ce moment où pendant 20, 25, 30 ans, il fallait travailler sur des cellules en culture pour faire des oocytes, pour faire des spermatozoïdes, etc., pour ensuite pouvoir, avec une fréquence très élevée, passer chez l'animal. Aujourd'hui, on va directement. C'est ça, cette révolution CRISPR. Madame ? Comment faire pour éviter les dérives de la médecine préventive qui peuvent suivre justement les avancées de la génétique? Mais écoutez, la médecine préventive,
Bon, je pense que vous faites référence à ce que j'appelle les maladies fantômes, c'est-à-dire traiter des maladies avant qu'elles ne se déclarent. Autrement dit, traiter une maladie qui n'existe pas. Et ça, c'est un vrai problème médical. Mais notez bien, ça se fait déjà aujourd'hui. Il y a de nombreux cas dans lesquels vous n'êtes pas vraiment sûr qu'il y a une infection. Vous allez mettre le patient sous antibiotiques. Je veux dire, c'est pas exactement pareil. Mais les dérives, je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment des dérives de la médecine préventive. Je pense que ce dont vous voulez parler, c'est des dérives de la médecine prédictive. C'est-à-dire, lorsque vous aurez votre génome séquencé, et puis que vous voudrez peut-être faire ci ou ça. C'est à ça que vous faites référence. J'ai l'impression qu'actuellement, il y a vraiment une confusion entre médecine préventive et la médecine prédictive. Et en fait, ma question concernait les deux. Oui, la médecine prédictive, écoutez, on verra où ça va aller, mais vous savez, ce que je vous ai dit ce soir, en fait, répond à votre question. Dans les cas de figure où vous avez un gène particulier qui a un déterminisme direct, alors on en connaît, malheureusement, par exemple le gène BRCA1, où on sait si une personne a une mutation dans ce gène, eh bien on sait que pratiquement inévitablement, à l'âge de 50, 60 ans, cette femme développera une tumeur du sein. C'est le cas d'Angelina Jolie, par exemple. Et donc on va recommander une ablation des seins, mais on ne sait jamais si cette personne aurait eu cette tumeur. Mais c'est une question d'actuaire, en fait, c'est une question de probabilité. La probabilité est tellement élevée qu'on va prendre ce risque. Alors, ça, c'est un cas simple. Ce qui va se passer dans la réalité, ce sera un peu différent. On va dire à quelqu'un, voilà, vous avez 37,8% de risque de développer telle maladie à l'âge de 48 ans, mais si vous mangez du pamplemousse une fois par semaine, que vous courez et que vous prenez ce médicament, le risque va diminuer de 8%. Mais la consommation de pamplemousse journalière va augmenter de quelques pourcents le risque d'une autre maladie, pour autant que vous viviez à l'altitude de, etc. Donc, je force un peu le trait, mais en fait, c'est ce vers quoi nous nous dirigeons. Il y aura donc une nouvelle catégorie professionnelle, je les appelle des actuaires en génétique. Ce sont des gens qui font ce que font actuellement les gens dans les assurances pour calculer des risques. Et on vous dira, voilà, ça c'est votre tableau, que voulez-vous faire? C'est pas très réjouissant, je vous l'avoue, mais je pense tout de même qu'il y aura certains cas, parce que j'ai l'air de dire que ça vaut pas la peine. Non, c'est pas du tout ce que je veux dire. Il y aura beaucoup de cas dans lesquels ce sera extrêmement utile, parce que les pourcentages seront tellement élevés qu'on pourra faire quelque chose. Mais qu'est-ce que c'est qu'un pourcentage élevé? Quand vous dites à quelqu'un, vous avez un risque d'avoir une maladie, ça dépend de la gravité de la maladie, parce que le pourcentage ne sera pas le même. Si on vous dit, vous avez un pourcentage d'avoir une grippe, finalement, peu importe. Donc, ça va dépendre de la gravité de la maladie et puis de votre propre perception du pourcentage. Benoît Jeunecamp, à Berne, on parle environ une fois par année de génétique, c'est quand on parle d'OGM. Et puis c'est un peu comme les huiles de palme. C'est-à-dire il y a toute une série de parlementaires, on parle d'OGM, ils ont déjà pris la décision que c'était dangereux et que surtout il fallait appliquer le principe de précaution, c'est-à-dire ne rien faire, condamner tout essai de culture. Et là on ne parle pas de modifier l'homme, on parle de modifier éventuellement une pomme. Donc je ne sais pas, qu'est-ce que vous pensez de cette attitude et quelles sont les conséquences que ça peut avoir à long terme pour un pays comme la Suisse? Écoutez, c'est affligeant. La Suisse, alors, je me suis beaucoup exprimé sur ce domaine. La Suisse a quand même le record
du monde. C'est une nouvelle définition du moratoire, puisque l'on a repoussé 3 fois un moratoire. Donc on a en Suisse l'exclusivité du moratoire permanent. Ce qui est quand même extraordinaire. Donc moratoire, financement d'un programme de recherche au Fonds national sur les OGM, travail, remise d'un rapport sérieux avec des étrangers, conclusion du rapport, il n'y a strictement aucun risque, moratoire. Voilà. Écoutez, alors vous mentionnez des choses très différentes. L'huile de palme, c'est un vrai problème qu'on pourra peut-être résoudre avec des OGM. C'est là où se trouve la différence. Le grand problème du débat sur les OGM, il est très simple. C'est que c'est un débat qui est multicentrique. Il y a un côté scientifique, il y a un côté social, il y a un côté économique. Et constamment, on mélange ces 3 choses, ce qui fait qu'on ne s'en sort jamais. Et on ne peut pas à Berne, ça je peux vous le dire d'expérience, on ne peut pas à Berne tenir le discours suivant de dire, voilà, les OGM ne représentent absolument aucun danger pour l'alimentation. Par contre, je trouve que les compagnies, certaines compagnies de grands qui distribuent des graines en Afrique, etc., ne se comportent peut-être pas d'une façon... C'est fini. Là, c'est fini. C'est des choses qui... Donc vous êtes contre, donc vous êtes pour. Mais alors vous êtes pour ou contre? Et ce problème empoisonne la discussion sur les OGM depuis pratiquement 30 ans. Donc on ne peut pas séparer le côté scientifique, de dire, voilà, scientifiquement, on ne connaît pas aujourd'hui, avec des milliards de personnes qui mangent tous les jours des produits où il se trouve des OGM, il n'y a pas aujourd'hui un seul cas documenté de mort par ingestion d'OGM. Donc on peut estimer que les OGM ne représentent pas un danger pour l'alimentation. Maintenant, je dois vous dire honnêtement, je n'ai pas du tout envie de manger des tomates OGM qui sont pleines d'eau et brillantes. Alors vous êtes pour, vous êtes contre. Vous voyez? Et c'est ça le vrai problème. Et on se retrouve dans des situations dans lesquelles on a une science, une recherche fondamentale qui est absolument formidable en Suisse sur ces problèmes, notamment à Genève, en fait, à Lausanne également. Et puis ces gens-là ne sont pas autorisés, ne serait-ce qu'à avoir un art de plantation pour voir effectivement ce qui se passe. Personnellement, je trouve ça affligeant, mais j'ai renoncé à me battre pour ce problème parce que j'ai l'impression que c'est vraiment sans espoir. Professeur Duboul, l'association des alumni avait organisé cette soirée. Je profite avant de vous remercier chaleureusement pour cette très belle conférence. Je profite de cette occasion qui nous est donnée de vous dire que nous avons un site. L'association des alumni, ce sont les anciens de l'Université de Genève, vous en avez tous, je pense. Et adhérez si ça n'est pas encore fait, aidez-nous, suggérez, venez à nos conférences comme vous l'avez fait ce soir. Merci infiniment, professeur Duboul. Je vous suggère de l'applaudir. Merci à vous. Merci.